Donc bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur comment accélérer les projets analytiques sur S4HANA et Datasphere. Je suis Antoine Dupuis, je suis en charge de la partie marketing et sales chez RapidUse et je suis accompagné aujourd'hui d'Alexandre Rohan, Bonjour. donc, qui est responsable technique. Aujourd'hui, les participants vont avoir les micros coupés, mais vous avez un petit outil de chat sur la droite si vous avez la moindre question pendant le webinaire. On prendra l'ensemble des questions-réponses à la fin de l'événement. Donc le webinaire devrait durer 3/4 d'heure, 1 heure. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons voir d'abord une petite présentation rapide. On fera un focus du coup sur la partie contenu métier sur S4HANA et Datasphere, avec une petite démonstration d'Alexandre sur ce sujet-là. On parlera aussi de la partie BI Smart Repository, et puis aussi dans le cadre de ces projets voilà, de transformation vers S4HANA et Datasphere, ce que ça peut vous apporter. On fera un petit focus aussi sur la partie transformation BW, on présentera quelques cas d'usage et quelques références clients. Et on prendra l'ensemble des questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'outil de chat sur la droite, si vous avez la moindre question. Allez, on va démarrer. Donc, déjà, pour se présenter rapidement, qui est RapidUse? Donc, RapidUse, nous, on est une société éditrice de logiciels spécialisée sur la partie analytics. Donc, on fait vraiment que ça. Aujourd'hui, on propose 2 produits. Donc, historiquement, RapidUse est connu pour ses contenus métiers prépackagés, qui est le sujet du jour, hein, historiquement sur ECC1A, S4HANA et aujourd'hui aussi Datasphere. Et on a aussi une deuxième solution qui est le BI Science Story qui va permettre de maîtriser, centraliser et migrer les contenus analytics. On a entre 40 et 50 références aujourd'hui dans le monde, avec une dizaine de partenaires qui revendent nos solutions aujourd'hui. Et bien sûr, on est partenaire SAP et nos contenus métiers, ceux dont on va parler aujourd'hui principalement, sont certifiés par SAP. Donc aujourd'hui, comme je dis, on a 2 produits. Donc le premier qui sont les contenus métiers prépackagés, donc qui couvrent les principaux modules SAP, donc FICO, SD, MM, PP, QM, EWM, PM, PS et Ariba. On a également le module TM qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc on a 10 modules aujourd'hui, donc qui va fonctionner sur ECC1A, sur S4HANA et sur Datasphere. Et on a aussi une plateforme, du coup, le BI Science Story, qui est une plateforme de gouvernance analytics qui va permettre en fait d'avoir des fonctions de data share, data lineage, analyse d'impact sur l'ensemble de vos périmètres BI. Donc pour commencer, on va parler des contenus métiers sur S4HANA et Datasphere. Donc, qu'est-ce qu'on a construit, d'accord, quand les bases de données ANA sont arrivées, donc il y a 6-7 ans, on a donc développé en se basant sur les tables SAP, des vues de fait et des vues de dimension pour créer des schémas en étoile, donc data mart virtuel fait dans l'état de l'art du décisionnel, parce que ça fait 20 ans qu'on fait aujourd'hui du décisionnel, et pour mettre en fait à disposition des couches sémantiques aux utilisateurs métiers. D'accord? Donc, la couche sémantique, c'est le petit panneau de droite que vous avez à chaque fois quand vous ouvrez Power BI, quand vous ouvrez SAP IT Cloud, Business Object, etc. Et qui, du coup, qui sont les objets que les utilisateurs vont pouvoir utiliser pour créer les rapports. D'accord? On vient aussi avec une couche de rapport. Donc, nous, on propose aussi des rapports prêts à l'emploi, hein. On a aujourd'hui des rapports sur Business Object, sur SAP IT Cloud, sur Tableau Software et sur Power BI. D'accord? Donc, aujourd'hui, on couvre les principaux modules de SAP. D'accord? Comme je le disais, on a à peu près 65 data marts. Avec aussi, surtout, notre force, c'est d'avoir aussi des data marts cross-modules, donc qui vont mixer de la donnée finance avec de la donnée SD, de la donnée finance avec de la donnée MM, etc. On a à peu près 380 indicateurs basés sur 1300 tables SAP et on a à peu près 65 rapports prépackagés, donc selon les 4 outils dont je vous ai parlé avant. Et c'est quoi notre proposition de valeur? C'est vraiment d'être un accélérateur. D'accord? On n'est pas un outil clé en main. Dans la BI, ça n'existe pas. On ne va pas venir installer des contenus métiers et que ça va fonctionner du premier coup. On estime, en fonction des clients, couvrir à peu près 70% des besoins standards des clients. D'accord? Il y a des clients qui ont beaucoup de spécifiques, on va plutôt parler de 50 à 60% d'accélération. Et il y a des clients qui sont vraiment beaucoup dans le standard de SAP, on va pouvoir accélérer peut-être de 80% la partie analytics. Donc,
Alors ça, je vais le passer rapidement. Concrètement, qu'est-ce qu'on fournit, hein? Par exemple, on a des exemples là, sur la partie finance et controlling. Donc, on va arriver avec... donc, nos contents sont basés sur des tables SAP. On fournit aujourd'hui 7 data marts sur la partie finance et controlling, donc qui couvrent les sous-modules finance et contrôle de gestion. On met à disposition des couches sémantiques. Donc, on a une cinquantaine d'indicateurs sur la partie finance. On parle de débit, crédit, solde, délai de paiement, budget, quantité fixe, quantité totale, etc. Et on a une dizaine de rapports aujourd'hui sur la partie, donc qui fonctionnent aujourd'hui sur la partie Webi, SAC, Power BI et Tableau, donc qui sont par exemple l'analyse des coûts, le bilan, les immobilisations, etc. Il faut savoir que cet outil, enfin ces business content fonctionnent si vous avez aussi d'autres outils de reporting. C'est simplement qu'on n'aura pas de rapport prépackagé. Par contre, notre intelligence, elle est vraiment dans toute la partie modélisation et donc du coup mise à disposition des couches sémantiques. Donc on a des clients aussi qui vont utiliser du micro-stratégie par exemple et qui vont utiliser nos contents pour mettre à disposition des couches sémantiques bien structurées à leurs utilisateurs micro-stratégie. Voilà. Donc on a la même chose sur la partie SD. D'accord, on a une dizaine de data marts qui vont couvrir les sous-modules commande, facturation, livraison. On a la même chose sur la partie MM. Donc, on a environ 12 data marts qui vont couvrir la partie commande d'achat et inventaire. Tout ce qui est production planning, donc PP, donc planning de la production, gestion de la demande MRP. Tout ce qui est QM, planification de la qualité, contrôle de la qualité et avis QM. Tout ce qui est EWM, donc livraison en 30 sortantes, unité de manutention et stock physique, tâches de l'entrepôt. Si vous voulez avoir le détail un peu de tout ça, on pourra aussi vous l'envoyer. Vous allez bien sûr recevoir les slides après le webinaire, hein. Mais on peut aussi vous envoyer le détail un peu de tout ce qu'on fournit dans les différents modules. Tout ce qui est plante maintenance, donc maintenance préventive, gestion des ordres de maintenance, gestion des autorisations de travail. PS, donc structure de projet, planning et budget. Tout ce qui est Ariba, donc gestion des fournisseurs, approvisionnement et gestion des factures. Et comme je le disais tout à l'heure, nous, vraiment aussi notre force, c'est vraiment d'avoir déjà des data marts bien structurés pour faire des analyses cross-modules, donc entre la partie FI et MM, entre la partie COMM, entre la partie SD et FI. Ça, c'est des exemples de rapports un peu packagés, par exemple, sur Power BI, donc du Procure to Pay ou du Order to Pay, donc qui sont d'ailleurs si je ne me trompe pas, des rapports cross-modules. Oui, Voilà. c'est ça. Peut-être tu peux parler de ça si tu veux, sur la partie architecture. Oui. Donc nos business content, on les a développés sur la partie modélisation en 3 technologies. Donc historiquement, on travaillait sur ECC Onana, donc ça on a démarré il y a 5-6 ans à peu près. Donc là, la technologie principale sur ECC Onana, ce sont les calculation views, donc qui étaient des vues en fait déposées directement sur la base ANA des clients. Ensuite, on a donc est arrivé S4HANA. Donc là, pareil, on va déposer nos business content sur S4HANA. Donc là, maintenant, on voit plus de technologie CDS-View parce que c'est aussi ce que SAP met en avant par rapport aux calculation views. Donc la CDS View, on en fait beaucoup. Et aussi assez récemment, enfin on va dire il y a 3-4 ans, c'est arrivé en dernier en tout cas, la partie SAP Datasphere qui est donc le nouveau data warehouse dans le cloud de SAP. Et donc à ce moment-là, donc on a tout redéveloppé en fait l'ensemble de nos business content dans la technologie SAP Datasphere. Et donc, après, le point commun à ces 3 contextes, c'est que voilà, nous, ce sont des scripts qu'on vient installer directement sur soit la base ANA, soit le S4HANA, soit le SAP Datasphere. On vient populer en fait ces environnements-là qui sont des coquilles vides. SAP Datasphere, quand on investit dans SAP Datasphere, en fait, c'est une coquille vide. Donc, il y a tout à faire, les connexions et les développements. Donc, nous, on est là pour accélérer puisqu'on déploie du coup en quelques semaines du contenu déjà prêt à l'emploi pour une dizaine de modules SAP. Donc après, les clients ne prennent pas forcément les 10 modules, mais le tronc commun, on va dire que souvent, c'est SD, MM, FICO, PP. Donc ça, c'est les modules historiques qu'on avait développés en premier. Et puis sont arrivés ensuite les modules QM, les modules PM, PS. Et ensuite, là, dernièrement, on va dire EWM et TM, qui sont les deux modules qu'on a sortis l'année dernière. C'est vrai, ce qu'on voit le plus aujourd'hui, c'est vraiment la partie Datasphere. Ouais. C'est-à-dire qu'on installe beaucoup plus nos contenus aujourd'hui sur Datasphere parce que ça permet, c'est le futur de BW en fait, donc c'est la couche Data Warehouse.
qui va permettre de mixer de la donnée SAP et de la donnée non SAP. Ici, on a quand même moins de clients aujourd'hui qui l'installent directement sur S4HANA parce que la contrainte de l'installer directement sur S4HANA, c'est qu'on fait que de l'analyse de données SAP. Tu ne vas pas pouvoir analyser de la donnée non SAP. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les clients ont de la donnée SAP, de la donnée non SAP. Donc, c'est pour ça que DataSphere se prête bien au jeu, quoi. C'est ça. Donc, effectivement, pour les clients qui font leur BI qu'avec S4HANA, la plupart du temps, ça reste quand même du reporting. Donc, déjà pur SAP et puis relativement transactionnel. C'est ça, exactement. DataSphere, là, on rentre dans un monde où on peut faire, c'est un vrai outil de data warehouse, on peut faire du multisource, de l'historique, du décisionnel, en suivant vraiment les règles de l'art de la BI là-dessus. Et ensuite, DataSphere, donc peut-être aussi pour certains clients qui ont leur plateforme data qui est déjà existante, on va dire, dans un autre outil qui n'est pas SAP, donc qui peut s'appeler AWS, GCP, Fabric, Snowflake, Palantir, Databricks, par exemple, il y en a d'autres. DataSphere donc peut être utilisé justement pour modéliser la donnée SAP. Dans ces contextes-là, on voit des clients qui utilisent DataSphere pour déjà être SAP compliant avec SAP pour extraire la donnée et pour pré-mâcher la modélisation SAP qui est quand même assez particulière avec quand même pas mal de spécificités qui sont gérées dans DataSphere avant d'envoyer la data dans d'autres outils de data warehouse. Et après, on a des cas assez hybrides aussi. Il y a des clients qui vont faire du reporting au-dessus de DataSphere pour le reporting vraiment pur SAP, qui vont envoyer une partie de la donnée dans un autre, dans Snowflake par exemple, pour aller faire des croisements avec d'autres sources de données. Donc voilà. Et puis après, quand on combine à tout ça les outils de reporting qu'on voit en bas, Webby, SAC, Power BI, Tableau, donc ça, ce sont les 4 technos avec lesquels on est capable de fournir des templates de reporting, donc 10 reports par module, donc qui sont préconstruits. Et donc, ils peuvent servir de base là, pour après faire vos propres reports custom. Mais après, tous les outils tu citais tout à l'heure MicroStrategy, il y a Cognos, on voit aussi Cognos, Analysis for Office, Qlik, tous ces outils-là qui ont des connecteurs SAP, donc ils peuvent se connecter à une source de données quand même SAP, sachant qu'on peut faire aussi avec de l'OData, avec du JDBC, de l'ODBC, on peut faire des choses aussi assez génériques, pourront être connectés, tous ces outils-là pourront être connectés. C'est juste que en tout cas, nous, la plupart de nos clients ont au moins un des 4 outils de reporting. Et donc, l'idée, c'est de leur fournir des exemples de reports là-dessus, sachant que, comme le disait Antoine, le gros de la plus-value, c'est vrai qu'il se situe plus au niveau de la modélisation, soit de DataSphere, soit des CDS dans S4HANA, puisque c'est ici que se situe vraiment notre modélisation et notre intelligence de développement. Voilà. Exactement. Merci Alexandre. Donc pourquoi on parle d'un gain de 70%? C'est parce que en fait toute la partie conception et toute la partie réalisation est déjà faite. Et en fait, il va rester la partie custo. Donc on va dire qu'avec les solutions RapidUse, on va démarrer ici. Et bien sûr, comme je le disais, c'est pas du clé en main, parce que c'est impossible de faire du clé en main aujourd'hui sur ces sujets-là. Quand on parle de personnalisation, c'est quoi concrètement, Alexandre, qui reste quand on parle de la personnalisation? Il y a différents types de projets. On va dire qu'il y a les projets où on démarre un peu de zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une BI existante très forte. Et donc là, le service BI doit un peu tout construire. Donc à ce moment-là, on part directement des besoins. La plupart du temps, on part directement des besoins métiers. Et donc ces besoins métiers-là, nous, notre rôle, ça va être de dire, ce besoin, par exemple, de PNL, il est couvert à 80% par le PNL de RapidUse. Et puis, il va falloir ajouter ce KPI-là sur telle nature comptable, sur tel regroupement de comptes généraux pour avoir potentiellement des KPI qui sont vraiment custom. Et après, l'autre profil de projet, c'est des migrations où on part de BW, où on part de autre chose, d'une BI sur Cognos. Enfin, nous, on a vu beaucoup de contextes différents. Et à ce moment-là, donc on va plus analyser du coup la BI existante et on va dire si vous utilisez tel report
dans l'ancienne technologie, eh bien, on va vous dire, bah voilà, celui-ci, il est couvert pareil à 60, 70, 80, 90% par du contenu rapid use. Et ensuite, bah, on va ajouter du coup toutes les règles. On va en fait directement modifier le content rapid use parce que tout ce qu'on délivre est modifiable. L'idée, c'est de vous mettre le pied à l'étrier, mais en fait de vous délivrer du contenu que vous allez prendre en main et que vous allez pouvoir modifier. Donc après, on est capable aussi de faire du consulting là-dessus, mais à moyen long terme, en tout cas, les clients prennent la main sur ce qu'on délivre. Et du coup, pour y ajouter des KPI custo, potentiellement des données non SAP. On a aussi, par exemple, on va aller prendre un des cubes finance, et puis on va y ajouter on va recroiser ça avec un fichier Excel qui contient le budget, qui contient le forecast, voilà, ce type de développement-là, pour voilà, ajouter des KPI, ajouter des filtres, ajouter des états, quoi. Ok, parfait, merci Alexandre. Et après, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, on a aussi développé du coup ces business content en DataSphere. D'accord? On est certifié par SAP, on est même disponible directement dans l'application SAP DataSphere si vous êtes dans la partie Third Part Content. Et en fait, c'est le même principe sur la partie SAP DataSphere. Alors, SAP DataSphere, donc oui, comme c'est un outil qu'on voit de plus en plus. En tout cas, nos contents sont maintenant majoritairement délivrés en SAP DataSphere. Donc, il va y avoir des subtilités au niveau déjà des extracteurs. Donc, en bas à gauche, en fonction du système source. Donc, sur un S4HANA, on va plutôt utiliser la technologie CDS, qui est préconisée par SAP pour aller exporter les datas. Sur des systèmes ECC, on va utiliser du coup les tables SAP directement. Et donc, tout ceci est donc répliqué dans DataSphere. Ensuite, on va ranger ça, nous, dans du standard, donc dans des objets qui sont donc, des vues de fait, des vues de dimension, donc qui sont classés par type, que ça soit par domaine métier ou par typologie vraiment de la data, master data versus data transactionnelle. Et puis ensuite, au-dessus de toutes ces données-là, donc il y a plusieurs couches, la donnée brute, la donnée prémodélisée, et puis ensuite la couche vraiment métier, où on vient délivrer donc des cubes. Donc ça s'appelle des analytics models dans SAP DataSphere. Pour faire le parallèle avec BW, c'est un peu l'équivalent des requêtes BEX. Voilà, donc on en a une dizaine par domaine, sachant qu'on a aussi au-dessus de tout ça des contenus qui sont cross-domaine, donc c'est-à-dire qu'ils vont aller mélanger de la finance. Alors, on mélange pas forcément, on n'a pas forcément toutes les combinaisons, mais les cross-modules qu'on repère le plus, ce sont la finance avec les ventes, la finance avec les achats, le contrôle de gestion avec la production, avec la qualité, avec les stocks, etc. Voilà. Et puis au-dessus de tout ça, donc on aura l'outil de reporting, donc qui peut être SAC. C'est ce qu'on voit le plus dans SAP DataSphere, quoique il y a aussi beaucoup de Power BI chez nos clients qui se basent aussi sur SAP DataSphere. C'est juste que SAC a quand même beaucoup d'avantages parce qu'il est très interconnecté avec DataSphere aujourd'hui. Voilà. C'est ça, et puis ça fait partie de l'offre d'une offre unique côté SAP, qui est l'offre côté Oui, BDC. d'ailleurs, c'est vrai nous, on parle de DataSphere, mais peut-être que alors historiquement, DataSphere s'appelait SAP Data Warehouse Cloud. Ils ont renommé ça en SAP DataSphere et aujourd'hui, ils parlent plus de SAP Business Data Cloud. SAP Business Data Cloud, c'est un peu une offre commerciale qui inclut du BW4HANA, du DataSphere, du SAC. Donc, c'est plutôt un packaging commercial. Mais DataSphere est un composant de Business Data Cloud. Voilà. C'est ça. Et enfin, alors petite spécificité aussi sur la partie Ariba, donc en bas à droite, où là on va utiliser du coup un ETL parce que DataSphere pour l'instant n'est pas encore connecté nativement à Ariba, et donc pour nos clients qui utilisent le module Ariba, on a une partie flux à gérer dans un ETL pour aller répliquer, puis ensuite au-dessus de ça, on installe nos contents dans DataSphere du coup pour modéliser la donnée d'Ariba. Ok, merci. Donc rapidement, les principaux bénéfices de ces business content, c'est que c'est seulement installé à 5 à 10 jours par domaine fonctionnel. Donc 5 jours pour la partie finance, 5 jours pour la partie achat, 5 jours pour la partie MM, etc. C'est flexible et 100% modifiable. Ce qu'on a développé, nous, c'est des choses que vous pourriez développer vous. Comme on le répète, on est un accélérateur. C'est simplement que c'est que nous, en seulement quelques jours, on va vous déployer tout ça et du coup, vous n'aurez pas à le faire. Voilà, ça vous permet de démarrer avec une fondation solide
Et cette fondation, elle est développée dans les technologies SAP, ou de la CDS View, du Analytics Model, ou de la Calculation View, mais c'est vraiment des CDS custom, quoi, ou des Analytics Model custom que vous pourrez modifier. Et d'ailleurs, tous les clients modifient ce qu'on leur délivre. Hein. Ils vont le faire vivre, entre guillemets. D'accord. C'est périn dans le temps. Pourquoi c'est périn dans le temps? Parce qu'on a des clients, par exemple, qui sont sur ECC et qui savent que leur migration S4HANA va arriver dans, je sais pas, dans 5, 6, 7 ans, mais ils veulent anticiper les choses et du coup, bah, c'est périn dans le temps parce qu'ils vont pouvoir déjà faire les choses sur, par exemple, sur Datasphere. Donc, ils vont pouvoir déployer les contenus sur Datasphere, ils feront le lien entre ECC et Datasphere. Et quand ils vont migrer vers S4HANA, bah, leur BI existante qui aura été développée dans Datasphere, bah, elle fonctionnera toujours. Il y aura juste une petite tuyauterie à refaire entre S4HANA et Datasphere, mais ça continuera à fonctionner. Voilà. Et c'est compatible avec tous les outils BI du marché. Les 4 logos que vous avez là, je le répète, c'est simplement les outils où vous avez des rapports prépackagés. Mais ça va marcher, notre technologie va vraiment fonctionner avec tous les outils BI du marché. Voilà. Alexandre, tu peux nous faire une petite démo? Allez. Sur tous ces sujets? Allez, donc on va démarrer par Datasphere du coup, où donc dans Datasphere, tout est rangé par espace. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des espaces qui sont plus dédiés à la partie vraiment réplication de la donnée brute. Ensuite, on a des espaces qui sont plus là liés à de la modélisation, on va dire standard SAP. Puis ensuite, des espaces qui sont plus fonctionnels, orientés business. Donc là, je vais vous présenter un espace où on a mis du contenu sur la partie achat. Donc ici, on va retrouver donc après dans un espace Datasphere, on va retrouver différents types d'objets. Nous, on utilise beaucoup évidemment la partie table sur la partie source de données. Les vues, donc qui sont les objets de modélisation. Donc quand on fait le parallèle avec, je sais pas, pour ceux qui connaissent BW par exemple, eh bien toute la modélisation qu'on peut ranger dans un DSO, ADSO, info objet, etc. Donc tout ça, ça ira en fait dans des vues. Donc quand même SAP a quand même simplifié son architecture sur cette sphère. Et puis enfin des analytics qui sont, comme je le disais, c'est la couche intermédiaire, c'est la dernière couche, c'est la couche sémantique, on peut le dire, qui alimentera ensuite directement le report. Donc cette couche sémantique là, on va pouvoir l'ouvrir ici. Donc là, par exemple, donc ça prend la forme d'un cube, donc avec au centre une vue de fait. Donc là, par exemple, c'est un cube, c'est une vue de fait qui vient mesurer, enfin qui permet d'évaluer la performance du flux achat, donc sur une analyse P2I lead time, avec un ensemble de master data qui sont reliés du coup pour aller chercher les master data de l'article, de l'organisation d'achat, de la plante, etc. Et donc ensuite, en fait, on pourrait aussi regarder, par exemple, avec la partie data lineage de Datasphere, tous les éléments du coup qui sont en lien en dessous. Donc en fait, ça, le cube ici, P2I Lead Time, il s'appuie bien sur une vue, on va dire une vue là orientée métier. Et cette vue de modélisation là, en fait, on voit bien qu'elle s'appuie sur des données qui sont en lien avec les purchase orders, donc les commandes d'achat, les demandes d'achat avant ça, les goods receipts, donc les entrées marchandises, les demandes de devis, les services entry sheet, les factures, les change documents. Donc tout ceci, toutes ces données-là, donc qui sont équivalents là, on va dire à la couche argent, hein, si on regarde ça d'un point de vue vraiment data warehouse. Toutes ces données-là sont modélisées dans une vue là qui est vraiment orientée métier, dans lequel on a ajouté des KPI, et enfin tout ceci est modélisé donc dans une dernière couche sémantique qui s'appelle ici l'ITX model P2I lead time. Ok. Donc une fois qu'on installe donc tout ceci, on installe ça par module. Donc c'est 5 jours par module d'installation dans Datasphere. Et donc déjà, rien qu'avec ces cubes-là, vous pouvez faire déjà commencer à requêter en fait les données de vos systèmes. Donc ensuite, on peut utiliser, même sans parler d'outils de reporting, on peut déjà utiliser les consoles un petit peu de requêtage
qui sont soit dans DataSphere, soit dans SAP analytics Cloud, etc., soit dans Analysis for Office, pour créer déjà, pour voir un petit peu la puissance du contenu Rapid Use, par exemple, choisissant ici, là, j'ai pris Material Number, je peux y ajouter très facilement la description, et puis là, comme KPI, j'ai pris donc les quantités de mes good récipes, je peux prendre les quantités de mes PO, puis après, en fait, nous, la couche sémantique, on essaye on va dire, par défaut, prendre un maximum de champs qui sont très standards SAP, puis qu'on a rencontré des tonnes de fois chez nos clients. Donc, l'avantage, c'est que vous avez, vous héritez du coup d'une modélisation qui a été testée et approuvée chez bon nombre de clients. Et du coup, on a aussi, au fil de toutes ces expériences-là, pu identifier tous les champs SAP qui sont utilisés un petit peu par tous les clients, qui sont tellement standards que pour faire une analyse sur le flux achat, sur le flux des ventes, sur la finance, on a pu identifier, on va dire, les 50-100 champs qui sont les plus standards. Et puis après, à partir de là, vous allez pouvoir ajouter vos propres calculs. Donc voilà, et ensuite, si on ouvre ça après avec un outil de reporting, donc ici, là, par exemple, c'est un outil, là, c'est un report sur SAP Analytics Cloud. Donc là, c'est un exemple de report. Donc là, par exemple, j'ai mon nombre de PO par organisation d'achat. Là, j'ai mon nombre de PO par pays, etc. Donc après, on peut faire des choses beaucoup plus évoluées à partir de la couche sémantique qui est à disposition. Donc ici, là, je vais vous montrer du coup la même couche sémantique qui était à disposition là dans la partie SAP DataSphere, dans la console. Et on va pouvoir réutiliser du coup tous ces champs pour faire des nouveaux reports basés sur nous, ce qu'on est capable de délivrer. Donc nous, on délivre des templates et puis après, vous pouvez les modifier à partir de tous les champs qui sont à disposition dans l'analytics model. Okay, dans Power BI, voilà ce que ça peut donner. Donc après, les reports en termes de design, ils sont un petit peu différents parce que forcément, on ne peut pas faire exactement les mêmes choses entre Power BI et SAP Analytics Cloud, par exemple. Il y a des designs, oui, pour chaque outil de reporting. C'est ça. Donc là, en tout cas, le concept, c'est la même chose. C'est que derrière, vous avez la couche sémantique qui est fournie par Rapid Use et qui vous permet, du coup, qui est là, pareil, pour chaque cube, c'est à peu près une centaine, 100, 150 champs qui sont à disposition sur le standard SAP et qui vous permet derrière de venir modifier. Donc, soit modifier directement le report qu'on vient délivrer en standard, soit tout simplement repartir de zéro aussi, récupérer juste le template et repartir de zéro avec vos propres analyses. Donc voilà, sur ce que ça peut donner. Donc là, j'avais à vous montrer un exemple sur SAC, un exemple sur Power BI, et puis je vous ai montré un petit peu sur SAP DataSphere aussi, à quoi ça pouvait ressembler. Parfait, merci Alexandre. Donc ça, c'était la démo un peu sur la partie contenu métier. Donc c'était sur la partie contenu métier pour S4HANA et DataSphere. Hein. Donc, comme je disais, je répète, on a un accélérateur qui va couvrir à peu près 70% des besoins. Bien sûr, quand on a commencé les premiers projets il y a 6-7 ans sur ces sujets-là, tout de suite les clients nous ont challengé comment je peux accélérer les 30% restants. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on a développé le BI Smart Repository. D'accord. Aujourd'hui, BI Smart Repository, c'est une plateforme de gouvernance. Notre positionnement, c'est d'être une plateforme de gouvernance analytics pour centraliser du coup l'ensemble des métadata BI des clients. D'accord. On n'est pas un outil de data gouvernance comme Alation, Colibra, Data Galaxy. On est vraiment un acteur focalisé à 100% sur la partie analytics. Par contre, on va très loin sur l'ensemble des connecteurs analytics. Donc aujourd'hui, on couvre l'ensemble de ces connecteurs-là. Donc, Webi, Power BI, Tableau, SAC, AFO, les BigQuery, la partie Dash, Fiori et Click pour la partie reporting. Et on va couvrir aussi sur la partie source de données tout ce qui est BW. On a un gros momentum en ce moment sur ces sujets-là. On travaille avec pas mal de clients sur la cartographie de BW, sur la partie DataSphere, Calculation View, CDSU, tout ce qui est aussi Data Services, donc qui est l'ETL de SAP, tout ce qui est SQL Server. Et on travaille en ce moment avec pas mal de clients sur la partie Talent, Snowflake et Fabric. Voilà. Donc ça, c'est les connecteurs aujourd'hui qu'on a. Donc là, ce que je vais vous montrer, il faut imaginer que ça fonctionne avec l'ensemble de ces connecteurs et que tous ces connecteurs peuvent s'imbriquer entre eux. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est l'idée de la plateforme? Donc, c'est de documenter l'ensemble des rapports, des couches sémantiques, des datamarts, des vues et des tables dans une seule et même plateforme pour mettre à disposition différentes fonctionnalités,
Donc, des fonctionnalités plus orientées BI, IT, donc qui sont les fonctions de data charge, data lineage, analyse d'impact, et tout ce qui est utilisateur métier, donc tout ce qui est business catalog, analytics hub et KPI hub. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que grâce à notre outil, vous allez pouvoir du coup centraliser l'ensemble des métadatas BI de l'ensemble de vos outils. Et ensuite, vous aurez des fonctionnalités de data search. Donc, par exemple, si je recherche le mot-clé sales dans ma plateforme, je vais avoir l'ensemble des rapports qui sont en lien avec ce mot-clé-là, l'ensemble des couches sémantiques, l'ensemble des vues, des tables, etc. Pour ensuite, une fois que je vais rentrer dans un des éléments, donc là, je vais rentrer par exemple dans un rapport, je vais pouvoir avoir des linéages complets de la couche la plus haute, donc le rapport, si je suis sur au niveau rapport, à la couche la plus basse, donc la table SAP dans ce cas-là. D'accord? Donc ici, on voit qu'on est sur un rapport Power BI qui est basé sur un dataset Power BI et qui est basé du coup sur des vues de fait, des calculation views de SAP, puis des tables SAP au final. Ces linéages-là, on les a aussi au niveau colonne. Donc si Alexandre va faire une démonstration aussi de l'outil, au niveau colonne, si je prends une colonne de l'outil 16 Dashboard, je vais pouvoir avoir mon lineage, du coup, qui part de la couche la plus haute à la couche la plus basse, mais au niveau colonne. Donc ça, c'est une vue un peu macro au niveau rapport. Si par contre, je veux avoir un lineage dans l'autre sens, c'est-à-dire comprendre l'analyse d'impact, je vais devoir aller sur un élément un peu plus bas. Si je suis sur un haut niveau rapport, j'ai bien sûr pas d'analyse d'impact. Par contre, si je vais sur une des vues de fait qui a été construite ici, bah, je vais pouvoir voir que si je fais une modification sur cette vue de fait-là, bah, quels seraient les impacts sur l'ensemble de mon référentiel BI. D'accord? On voit beaucoup l'utilisation de ces fonctions dans des contextes de TMA ou de développement quotidien, de run, bah, pour gagner beaucoup de temps et pour pouvoir anticiper au mieux bah, les impacts des modifications qu'on fait sur les objets. D'accord? Donc là, je sais que si je fais une modification sur ça, bah, je vais avoir des impacts sur ces deux couches de reporting-là. D'accord? C'est pareil, ces analyses d'impact, on les a aussi au niveau de la colonne. D'accord? Donc ça va être plutôt les fonctions dédiées aux utilisateurs BI et IT, donc data charge, data lineage, analyse d'impact. Mais on a aussi des fonctions de gouvernance pour les métiers, d'accord, donc qui vont permettre en fait pour la partie business catalog, de ranger l'ensemble des éléments BI par process métier. Donc là, c'est des process orientés SAP, hein, donc SD, MM, PP avec des sous-domaines. L'idée, c'est quoi? C'est ce qu'on voit chez nos clients aujourd'hui, c'est que c'est assez bien utilisé dans des contextes d'onboarding, par exemple. Quand il y a une nouvelle personne qui arrive dans l'équipe finance, bah, pour comprendre aujourd'hui, en termes de BI, tout ce qu'on a sur la partie finance. D'accord? Que ce soit en termes de rapport, en termes de couche sémantique, en termes de vue, en termes de table, etc. En sachant que, bien sûr, on le voit ici d'ailleurs, hein, sur la partie rapport, on n'a pas que les rapports d'une seule technologie. Vous allez pouvoir centraliser l'ensemble des rapports multi-techno. Donc là, on voit que c'est du Power BI, mais il y a aussi ici, il y a du BO, ici, c'est du AFO, ici, c'est du tableau, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé aussi un Analytics Hub. Il y a des clients qui vont utiliser aussi la plateforme pour être le portail d'accès à la BI. D'accord? Quand on le voit de plus en plus chez les clients, il n'y a plus un seul outil de reporting, hein. Des fois, il y a du BO pour l'équipe finance, ensuite, il y a du Power BI pour les achats, puis il y a du SAC pour la partie RH. Voilà, peu importe. Il y a plusieurs outils de reporting. Donc ici, on va pouvoir centraliser l'ensemble de ces outils et avoir du coup accès à tout son scope BI dans une seule et même plateforme. Si jamais vous avez configuré la partie Business Catalog, vous pourrez aussi avoir l'ensemble de ces rapports par domaine métier. Et on a le même fonctionnement pour la partie KPI, hein, vous allez pouvoir centraliser l'ensemble de ces indicateurs et bien sûr faire des recherches d'indicateurs par domaine métier, etc. Donc on a trois fonctions, nous on les estime un peu plus orientées utilisateurs métier, d'accord, qui sont la partie Business Catalog, Analytics Hub et KPI Hub. Alexandre, tu peux nous faire une petite démo de la plateforme? Ouais, allez. Donc ici là je suis dans la plateforme, donc c'est une application cloud. Là je vais vous montrer d'abord la plateforme sur du contenu justement rapid use. Donc ici là, donc en fait on peut importer plusieurs référentiels. Donc d'un côté donc nos clients qui sont clients de la partie business content, bah, en fait, ils suivent les évolutions de nos contents ici sur la partie rapid use. On a aussi la partie SAP délivrée en standard qui est cartographiée ici que je pourrais vous montrer. Et puis ensuite, bah, les clients peuvent créer après autant de référentiels qu'ils le veulent sur des fois, bah, c'est plus ancienne BI, tout
tout mis dans un référentiel, nouvelle BI dans un autre. Après, certains vont le faire par technologie, etc. Ou alors tout mettre dans un seul et même référentiel. Donc ensuite, l'avantage, c'est que dans un seul et même référentiel, on peut mélanger plusieurs technologies qui vont s'intercroiser après ou pas, hein, mais l'avantage, c'est de montrer les interactions aussi en termes de data lineage. Donc là, par exemple, je vais vous montrer des choses sur l'OTIF, par exemple, sur Power BI. Donc là, par exemple, ce report-là, délivré OTIF, qui est un rapport Power BI qu'on délivre en standard, eh bien lui, on va pouvoir voir donc la liste des colonnes qui sont donc en orange tous les KPI et puis en bleu tous les attributs. Et puis ensuite le data lineage, où là, on va voir que du coup, le Power BI, il est basé sur un dataset Power BI qui, lui, se base sur un data mart ANA. Et ensuite, on va voir donc, toute la partie orange qui est la donnée transactionnelle, donc la partie vue de fait, et puis en bleu, la partie master data avec les dimensions. Okay. Ensuite, ces data lineage-là, on peut les avoir directement au niveau des colonnes. C'est-à-dire que je peux, par exemple, sélectionner matériel description et vérifier que le champ, il provient bien de la table MAKT ici. Et du coup, je vois toutes les vues intermédiaires qui permettent de modéliser du coup cette donnée-là spécifique. Okay. Derrière, si je prends un KPI un peu plus complexe, comme par exemple le KPI on time, lui va se baser non pas sur une colonne SAP, mais sur un ensemble de colonnes, puisqu'il y a une règle de gestion qui est appliquée. Et donc ici, je vois justement à quel niveau le calcul est effectué. Et donc là, je vois que j'ai un FX, puisque ici, j'ai cette formule de calcul qui est appliquée dans cette brique-là, dans cette vue, à partir de tous ces champs-là SAP. Donc là, c'est un mélange des dates issues de la table VBEP, VBAC, LIKP, voilà. Donc ça permet automatiquement de cartographier et de montrer tous les linéages, de montrer toutes les formules de calcul qui sont appliquées, tous les filtres. Aussi, d'un point de vue général, de pouvoir faire utiliser la barre de recherche ici pour aller faire de la recherche de contenu, tout simplement. Donc, soit à partir d'un mot assez naturel, comme les ventes, sales, ou quelque chose de plus technique, comme dans SAP, par exemple, la table VBAC de SAP. Je vais pouvoir ouvrir la table VBAC et ensuite faire une analyse sur toutes les colonnes issues de la table VBAC. Donc là, c'est assez technique. Et potentiellement faire une analyse d'impact pour aller voir partout où sont utilisées du coup les données de ma table VBAC. Donc là, je vois toutes les vues intermédiaires et en jaune, tous les reports du coup qui contiennent au moins une donnée de ma table VBAC. Donc comme je le disais, là, je vous montre ça sur un référentiel du coup qui est RapidUse. On peut aussi vous activer ça sur le référentiel SAP. Donc on cartographie l'intégralité des CDS fournis par SAP aussi en standard. On a des clients qui utilisent cette plateforme simplement pour documenter le standard de SAP, c'est-à-dire qu'ils vont simplement avoir accès à ce référentiel S423 et quand ils migrent sur S4HANA, ça leur permet d'avoir une documentation claire de tout ce qui est fait dans le standard SAP parce qu'il y a plus de 60 000 objets et que c'est assez compliqué de savoir d'où partir, quel CDS je prends pour faire mon besoin, etc. Donc là, par exemple, ça c'est l'exemple Sales Volume Detailed Analysis. Ça, c'est une tuile Fiori qui est fournie en standard par SAP, qui se base sur une vue CDS. Et donc, on va pouvoir voir de la même manière la liste des colonnes qui sont présentes dans cette tuile, la liste des KPI aussi qui sont présents. Et enfin, du coup, le data lineage. Donc, on va voir ici le détail de la CDS qui alimente, donc là, la CDS standard qui alimente la tuile standard. Et puis ensuite, souvent, les CDS standards, c'est une succession, en fait, une arborescence de CDS jusqu'aux tables SAP. Donc ici, on repère les tables VBRP, VBRK, qui sont issues des CDS, e-billing doc, etc. Donc là, c'est vraiment pour les clients, c'est vrai S4HANA pour le coup, parce que alors pour les clients ECC, on a la même chose, mais du coup uniquement sur les tables, parce que la technologie CDS n'existe pas, ou encore on est vraiment aux prémices. Mais en tout cas, pour les clients S4HANA, du coup, on documente tout ça par version. Donc, c'est-à-dire qu'on vous active soit la version 2023, soit la version 2021, 17.09, etc. Et enfin, du coup, pour ensuite, les clients, eux,
ils importent aussi leur propre contenu. Donc, s'ils ont rien à voir avec, par exemple, de la donnée même SAP, hein, s'ils ont du contenu sur Power BI, sur Digdash potentiellement, là par exemple, ça c'est plein de reports Digdash, et ben on peut aussi importer. Donc, on a en tout une quinzaine de connecteurs, Antoine. D'ailleurs, tu as un petit exemple sur Datasphere, parce qu'on a parlé pas mal de Ouais. Datasphere là, juste avant, dans la présentation. On a des clients aussi qui, du coup, font du SAC avec du Datasphere basé sur des CDS avec des tables, et on va être capable, en fait, d'avoir des lignages complets, du coup, de la couche la plus haute à la couche la plus basse. Donc ça, c'est un report SAP Analytics Cloud, donc qui contient donc toutes ces colonnes-là. Et ensuite, si je fais le data lineage et qu'on zoome un petit peu, donc on va voir que le report SAP Analytics Cloud, il est basé sur ce modèle SAC qui se base sur cet Analytics modèle SAP DataSphere. Et ensuite, en descendant, on va descendre dans DataSphere jusqu'aux tables en fait un peu raw data. Et là, on a la jonction justement entre SAP DataSphere, donc qui est en violet, et la partie CDS qui est en bleu. Et donc là, en fait, du coup, cette table SAP DataSphere, elle s'appuie sur cette CDS custom. Et en bas, justement, on descend jusqu'à la table ici, par exemple, à CDOCA et à CDOCP. Donc voilà, donc si vous avez une autre combinaison comme alors des fois il y a des clients qui ont SAC DataSphere pour BW CDS, enfin voilà, après nous on a toutes les combinaisons sont gérées par l'outil. À partir du moment où le connecteur est géré, on gère toutes les combinaisons possibles. Des fois c'est CDS qui alimente BW, des fois c'est BW seul qui alimente Power BI, enfin voilà. Effectivement, et on a des clients. Alors, notre avantage, hein, parce que c'est vrai que il existe, comme tu l'as montré d'ailleurs dans Datasphère, il existe parfois des fonctions de lineage à l'intérieur de certains outils. Mais notre force vraiment, c'est de pouvoir s'interconnecter parce que malheureusement, les clients, ils ont souvent plusieurs technologies différentes, etc. Donc, nous, on va pouvoir s'imbriquer entre toutes les technologies, Ouais. avoir un lignage complet de la couche la plus haute à la couche la plus basse. Là où des fois, je sais qu'il existe des linéages, par exemple, dans Datasphère, qui vont permettre d'avoir peut-être cette vue-là, donc simplement dans Datasphère. On sait qu'il existe aussi parfois des fonctions de lineage dans clic, mais qui vont permettre simplement de voir le lineage au niveau de clic. Mais ce qui intéresse souvent les clients, c'est c'est ce sur quoi nos clients nous challenge, c'est de voir le chemin complet de la donnée, peu importe l'outil. Donc, que ça soit du SAP, du non SAP. Voilà. Donc, on va pouvoir partir de la couche la plus haute jusqu'à la couche la plus basse, peu importe ce qu'il y a au milieu. Bien sûr, avec les connecteurs dont on a parlé avant. Donc, on a des clients qui ont par exemple, du Power BI sur du Data Services, puis sur la table SAP. Donc, on va pouvoir être en fait capable de cartographier tout ça. Puis comme on va dire que les tables SAP, c'est ce qui un peu ne bouge pas quoi, au fil du temps, Oui. au fil des versions des SAP. Alors il y a des nouvelles tables, hein, typiquement la CEDOCA, mais on va dire que 90% quand même des tables du modèle SAP en termes de tables d'un point de vue vraiment base de données ne change pas, ne change pas. Donc en fait, quand vous allez pouvoir aussi comparer, si vous avez une BI actuelle qui est sur Cognos, qui s'appuie sur exemple, hein, Cognos avec un data warehouse sur SQL qui s'appuie sur les tables SAP, on va pouvoir cartographier cette BI là. Et puis si votre BI cible c'est de repartir sur les CDS qui alimentent Power BI par exemple, et on va pouvoir intégrer aussi ce nouveau flux. Et puis cet outil-là va permettre de faire, de montrer les différences. Alors des fois il y a des différences, mais ça va permettre de gouverner quand même cette migration. Et on fait aussi beaucoup de choses sur BW qui va dans Datasphere aussi. Donc cet outil-là permet de cartographier l'ancienne BI, la nouvelle BI et aussi dans les projets vraiment en phase de réal, d'avoir un outil qui permet de gouverner tout ça, quoi, et qui permet de faire des recettes. Le sujet du webinaire aujourd'hui, il est principalement autour de S4HANA et de Datasphere. On a aussi des fonctions d'audit avancées autour de la partie business object, autour de la partie BW. Donc, on va aussi pouvoir avoir des flux BW complètement cartographiés, donc de la couche la plus haute qui est souvent AFO ou BexQuery, jusqu'à la couche la plus basse, qui va être la table SAP également. Mais ça va permettre en fait de pouvoir faire des analyses très fines sur la structure du BW dans le cadre de conversion qui peut être vers du Datasphere, mais pas que. On a aussi des clients qui nous disent moi, je veux convertir ça en Palantir, par exemple. En fait, en ayant cette cartographie-là, ça leur permet d'aller beaucoup plus vite et aussi de migrer que ce qui est utile, quoi. Voilà. Là, c'est un exemple de workbook BW
qui est basé sur plusieurs CDS, requêtes BEX. Puis chacune de ces BEX-là s'appuie ici sur un multi-provider. Là, j'ai un infocube. Et puis ensuite, on descend justement jusqu'à la table SAP, en fait. On descend jusqu'au data source. Et puis ensuite, dans le cas d'un data source standard, on est capable de fournir automatiquement la table SAP. Dans le cadre de data source spécifique, dans ce cas-là, alors des fois, il n'y a pas de table SAP parce que c'est juste de la donnée non SAP. Ou alors, après, avec du consulting, on peut aussi aller vous chercher les tables SAP qui sont modélisées dans vos data sources SP. Donc voilà, donc ça c'était un exemple dans un contexte BW. Et donc tout ceci, si vous voulez le reprendre dans DataSphere ou dans Fabric, voilà, ces flux-là, il va falloir les recréer. Mais on va dire que la référence, ça reste quand même la table SAP, voilà, qui contient les master data articles, les master data ici des partenaires, et qui doivent être modélisés de manière à remonter les mêmes informations, Et ou du moins l'avantage, du coup, compressif. c'est que ça va vous permettre aussi, parce qu'on sait que c'est des projets souvent longs et complexes, ça va vous permettre aussi de pouvoir, en fonction de la complexité des objets que vous avez dans le BW, d'avoir un chiffrage un peu plus fin en termes de migration, par exemple, de pouvoir en fait chiffrer plus facilement le coût de votre migration parce que vous vous rendrez plus facilement compte de la complexité de votre environnement. Voilà. C'est ça. Voilà sur la partie BI Smart Repository. J'avais encore quelques slides. Donc là, Alexandre t'a montré un peu les flux, la partie BW, parce qu'en ce moment, on a quand même pas mal de projets autour de la partie BW, hein. Pourquoi les clients aussi ils auditent et cartographient la partie BW? C'est parce qu'on sait que la fin de vie est proche pour BW, hein. Pour les clients qui sont sur BW 7.5, si je dis pas de bêtises, c'est fin 2027, voire 2030, s'ils ont un peu pris l'extension. Euh, Il y a aussi peu de ressources qui connaissent BW. Alors, il en reste des ressources qui connaissent BW, mais souvent, elles sont parties de la Peu de société. sachant. Il n'y a plus de sachants. Donc, en fait, là, ça va permettre de documenter, de rétro-documenter l'ensemble de l'existant, d'accord? À la fois au niveau fonctionnel et technique, d'accord? Ça va aussi vous permettre de centraliser l'ensemble de votre existant BW dans une seule et même plateforme. Et du coup, vous allez avoir un vrai gain de temps dans une migration de BW vers DataSphere ou pas, ou vers un autre data house, d'accord? À deux niveaux. C'est qu'une migration BW vers DataSphere, vous allez gagner du temps pour la cartographie et l'audit de BW, mais aussi vous allez gagner du temps quand vous allez arriver sur DataSphere grâce au business content qu'on a développé sur la partie DataSphere. Et si jamais vous migrez vers un autre data house, qui peut être du Snowflake, qui peut être du Palantir ou peu importe, vous gagnez beaucoup de temps sur la partie audit et audit de l'existant. Voilà. Et voilà, ça vous permet d'accélérer le développement de nouveaux rapports BI. On n'a pas précisé, mais aujourd'hui, notre connecteur BW il fonctionne avec toutes les versions de BW. Donc, on parle de BW 7.5, 7.4, etc., mais aussi de BW Forana. Et on va gérer, alors, on ne va pas gérer aujourd'hui peut-être 100% des objets parce que, bon, plus on fait de projets BW, plus on se rend compte qu'il y a des nouveaux objets qu'on ne gérait pas forcément. Mais voilà, on a quand même aujourd'hui une exhaustivité des objets BW. Donc, vous l'avez ici, la liste, hein. Et comment ça fonctionne? On n'est pas connecté directement à votre. On n'a pas précisé ça aussi sur la partie comment ça fonctionne pour centraliser l'ensemble de vos contenus dans la plateforme. On n'est pas en connexion directe avec vos outils. On a un outil qui s'appelle le Minority Extractor qui va être installé on-premise sur un poste dans votre environnement et qui va vous permettre en fait d'aller récupérer les métadatas soit sur S4HANA, soit sur BW, soit sur Power BI, soit sur OBO, pour en fait générer un fichier JSON qui, lui, sera envoyé dans la plateforme. D'accord? Voilà. Et ça fonctionne de la même manière pour les autres. Ce que tu as dit là, ça fonctionne pareil pour les autres connecteurs. Oui, c'est la même chose pour tous les connecteurs. On a aucune connexion directe à vos outils de prod, hein. C'est une volonté, hein. C'est qu'on a un outil on-premise qui s'installe chez vous. Alors après, on a des fonctions aussi de planification. C'est-à-dire que il y a des clients qui vont faire un premier import manuel pour initier le référentiel dans la plateforme, puis après, ils vont décider, bon, ok, cette action manuelle-là, j'ai pas envie de la faire toutes les semaines, je vais la planifier. Et toutes les semaines, en fait, on peut planifier des exports pour que les mises à jour, parce que bien sûr, on ne va pas tout réimporter, on va réimporter le delta. Voilà. Notamment sur la partie standard SAP, les 70 000 CDS. Oui, on ne va pas les réimporter à chaque On ne va fois. pas les réimporter à chaque fois. On réimportera ceux où il y a eu des modifications. Voilà.
Et du coup, bah, voilà, nous, dans la partie transformation, nous, la valeur ajoutée qu'on propose, c'est que bah, tout le BW, on va pouvoir vous le cartographier avec le BI Smart Repository. Puis, quand vous allez migrer vers du DataSphere, par exemple, bah, on va pouvoir, avec les contents, vous aider à aller beaucoup plus vite. Puis même, potentiellement, si vous avez fait de l'export vers un autre data lake, bah, ça vous permettra de gagner beaucoup de temps sur toutes les étapes d'avant, quoi. Donc concrètement, ça marche comment? Sur la partie import des contenus BW, donc on va pouvoir auditer et documenter l'ensemble de votre BW. On va pouvoir vous amener aussi une couche, alors on l'a pas montré aujourd'hui, une couche d'optimisation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir analyser l'usage, les redondances, la complexité, peut-être identifier aussi ce qu'on appelle nous des BEX masters, c'est-à-dire dire ok, vous avez 100 BEX, bah, peut-être qu'au final ces 100 BEX elles peuvent être centralisées en 6 BEX parce que ils reprennent pratiquement tous les mêmes objets, etc. Et via notre wizard, en fait, on va pouvoir dire ok, quand je mets ma BEX BW dans mon wizard, quel est le meilleur contenu, quel est le meilleur business content qui correspond à cette BEX query. Voilà. Et ensuite, tout ça, vous pouvez l'importer sur du DataSphere, du S4HANA. Bon, S4HANA, on ne le voit plus trop aujourd'hui. C'est plutôt du S4HANA et du DataSphere pour ensuite l'utiliser aussi dans des data lakes, etc. Donc, les principaux bénéfices de ces solutions, du BI Smart Repository, c'est d'avoir une maîtrise et une gouvernance de vos contenus BI, de visualiser du coup l'ensemble de vos flux BI, donc de la source jusqu'à la couche la plus haute, en passant par tous les connecteurs que je vous ai montrés juste avant. Vous allez pouvoir aussi mettre à disposition cette plateforme à vos utilisateurs métiers pour avoir une exploration des indicateurs et des rapports. Vous allez aussi pouvoir avoir toute cette BI par process. Et vous allez aussi gagner beaucoup de temps dans la construction des nouveaux besoins, donc pour construire les spécifications avec les utilisateurs métiers, par exemple. Je vois qu'il est 52. Je vais passer assez vite sur les références et les cas clients pour pouvoir répondre aux questions parce que j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de questions. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions, hein, on va les prendre juste après, dans l'outil de chat à droite. Donc, on a une quarantaine de références aujourd'hui dans tout secteur, hein, donc, on parle aujourd'hui de Total Energy, de Engie, de LDC, donc, qui sont des gros clients aujourd'hui, qui sont à la fois des clients sur la partie BI Smart Story, mais aussi sur la partie content sur DataSphere. Donc, on a beaucoup de références. Nous, on n'hésite pas à mettre en relation nos références directement avec vous. Si vous voulez discuter directement avec les clients, on est capable aussi de le faire. Donc, n'hésitez pas aussi à nous, si vous avez des problématiques, des questionnements sur S4HANA, sur BW, sur DataSphere, on peut aussi vous mettre en relation directement avec nos clients. C'est vraiment une fierté pour nous aussi parce que nos clients sont très satisfaits des solutions une fois qu'ils les ont pris. Souvent, ils commencent peut-être avec 2, 3 modules, par exemple sur la partie finance, SDMM. Puis l'année d'après, ils vont reprendre un module sur la partie EWM ou ils vont reprendre un module sur la partie TM. Voilà, donc il y a une vraie relation long terme et de confiance avec les clients. Par exemple, sur la partie Total Energy, hein, on a fait un gros projet BI sur la partie DataSphere. Donc, on leur a mis à disposition nos contenus métiers sur DataSphere. Et eux, ce qu'ils font, c'est que ils centralisent plusieurs ECC, plusieurs S4HANA dans DataSphere. On met à disposition nos contenus dans DataSphere. Et ensuite, eux, ils l'envoient sur un Data Lake Azure. Voilà. On le fait aussi, et d'ailleurs, j'ai pas précisé ça, mais une des problématiques que beaucoup de clients ont aussi, c'est quand ils font l'acquisition de S4HANA Public Cloud. On sait que c'est assez compliqué de faire du reporting avancé sur S4HANA Public Cloud, parce que c'est du public cloud, hein, concrètement, c'est assez compliqué de faire des choses avancées. Donc nous, ce qu'on propose, c'est on a aussi des extracteurs avec S4 Public Cloud pour aller dans DataSphere, et du coup, via nos contents dans DataSphere, ils vont pouvoir faire du reporting très avancé. Donc, on a plusieurs clients dans ce cas-là qui nous ont fait confiance, qui n'arrivaient pas à faire des reporting complexes sur S4 Public Cloud et qui, via la combinaison DataSphere plus Business Content Rapid Use, très rapidement ont pu mettre en place du reporting avancé sur leurs enjeux. Voilà, donc on va prendre les questions-réponses. N'hésitez pas, on fait pas mal de POC chez les clients, que ce soit sur la partie BI Smart Repository ou que ce soit sur la partie content. Donc sur la partie content, il faut définir un choix, un sujet, il faut définir pour savoir sur quel sujet fonctionnel vous souhaitez avancer. Et sur la partie BI Smart Repository, généralement pour faire un POC, c'est seulement en quelques jours. Hein, on va importer quelques rapports Power BI, quelques CDS View ou quelques flux data services, peu importe.
pour vous montrer la valeur en ce moment quelques jours. Voilà. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je rappelle, moi c'est Antoine, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email à antoine.dupierre@rapidius.io ou à Alexandre si vous avez des questions plus techniques, n'hésitez pas non plus. On va ouvrir le panneau de questions, Alexandre. Donc, on va prendre la première question. Alors, la première question, je vais faire commencer par celle-là. Sera-t-il possible d'utiliser votre solution pour pousser le catalogue et lignage des données dans SAP W et BO dans un outil de gouvernance et cataloguing de données tiers d'un client? Donc, alors nativement, on le fait pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Alors, je sais pas si l'outil tiers, est-ce que c'est, il y a quoi? Il y a Data Galaxy, Data Galaxy, par exemple. Ouais. Colibra, voilà, par Ouais. exemple. Mais par contre, on a des clients qui vont quand même utiliser potentiellement un export de nos données. Alors, c'est pas natif, c'est-à-dire que dans Colibra ou dans Data Galaxy, il y aura pas le connecteur nativement pour aller se connecter à une API RapidUse. Mais par contre, après, on peut collaborer avec un peu de consulting supplémentaire pour vous fournir les données, on va dire, au format que vous le souhaitez, en XML, en JSON, pour que vous puissiez alimenter. Parce qu'effectivement, en fait, il y a des. Nous, on va être très fort sur, alors pas que, mais sur la partie SAP. Enfin, historiquement, on vient quand même de là. Donc, il y a assez peu d'outils tiers, enfin, d'autres outils qui vont aussi finement aller analyser du BW, du BO, de la CDS, de la Calculation View, etc. Mais à côté de ça, c'est vrai que les autres outils vont peut-être avoir Plus de connecteurs. plus de connecteurs, Tout à fait. mais moins fins. Et donc, vous n'êtes pas le premier à nous demander ce type de, voilà, ce type de demande. D'ailleurs, on travaille avec un client en ce moment qui ont Data Galaxy, bien sûr, qui ont Data Galaxy, Data Galaxy malheureusement ne va pas, comment dire, ne va pas très loin sur la partie par exemple Business Object, donc ils vont simplement avoir remonté par exemple le nom du rapport. En fait, on est en train de travailler sur, alors pas encore via une API, mais via des exports Excel comme le dit Alexandre, pour être sûr qu'entre guillemets, on puisse que Data Galaxy puisse lire les données que nous on fournit, quoi. Voilà. Donc voilà, on travaille sur ces sujets-là. Si vous avez un cas client, un cas, une problématique spécifique, n'hésitez pas. Je sais pas si c'est Data Galaxy ou pas, mais on travaille avec eux. On a un échange d'ailleurs avec eux la semaine prochaine sur ce sujet-là, pour travailler avec eux sur mettre en place des interconnexions entre notre outil et leur outil, parce qu'effectivement, on a des clients qui veulent aller de plus en plus loin. Donc la Data Galaxy apporte une couche gouvernance globale. Par contre, sur la partie analytics, ils ont besoin d'aller plus loin. Donc là, notre outil les intéresse et du coup, il faudrait qu'on ait une vraie interconnexion entre les deux, quoi. Voilà. N'hésitez pas à nous envoyer un email. De toute façon, je vous recontacterai pour savoir un peu le contexte un peu plus précis. On a une autre question. Quelle est la différence d'apport de valeur entre les SAP Data Products et RapidUse? Couvrez-vous des besoins différents, par exemple? Alors, il y a on va dire, il y a deux axes de réponse. Le premier axe, c'est en termes de licence déjà. C'est vrai que ces data products-là, c'est pas vendu de la même façon. C'est-à-dire que SAP vend ces data products à ces hauts data products et ça peut vite. Alors, je sais plus si tu as des ordres de prix. J'ai pas les ordres de prix, mais c'est des coûts très 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 élevés sur la partie des produits, c'est clair. Donc, nous, l'idée, c'est de faire déjà du contenu à un prix plus abordable. Et, et après, l'autre axe, effectivement, c'est la couverture fonctionnelle. La couverture fonctionnelle, et puis aussi comment dire, les techniques de développement qui sont effectivement un peu différentes. Donc, les data products, ça provient de SAP, un peu c'est issu tout ça des Embedded Analytics. Qui sont donc des tuiles Fiori, des CDS. Alors, ils ont réutilisé les CDS pour alimenter du data product dans SAP Data, enfin, historiquement dans SAP Data Warehouse Cloud, puis maintenant dans SAP Data Sphere. Et donc là, nous, le constat sur ces Embedded Analytics, ou c'est sur les Analytics là fournis par SAP, en standard, c'est souvent, ça va être assez comment dire, mono-besoin. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir un modèle ou une CDS pour un besoin spécifique. Mais du coup, ça en fait une modélisation qui est assez verticale, avec beaucoup de couches d'objets. Des fois, on a analysé des choses fournies dans les data products. Enfin,
c'est pensé pour répondre à un besoin, mais assez peu pour répondre ensuite à une évolutivité qui va être demandée par les clients, puisque ils vont vouloir ensuite ajouter des choses, des spécificités, enfin du custo tout simplement à ces data products, et ensuite il faut les maintenir. Donc nous, la différence, c'est qu'on a plus anticipé, je pense, cette demande d'évolutivité de nos clients, de la surcouche qui va arriver par-dessus. Donc, on a fait des choses avec moins d'étages en termes de, c'est moins vertical et par contre, ça va être plus horizontal. Et l'idée, c'est aussi de fournir, par exemple, des contenus cross-module que ne fait pas les data products des SAP, où eux, ça va être un truc finance, un truc vente, etc. Nous, on va avoir des choses aussi, comme on est plus vertical, ça nous permet d'avoir des choses qui croisent la finance, les ventes, etc. Après, aujourd'hui, les data products, c'est tout récent. Déjà, ça fonctionne qu'avec certaines versions. Si je dis pas de bêtises, ça fonctionne qu'avec les versions cloud. Vous pouvez pas l'utiliser dans toutes les versions. Et je sais qu'ils veulent aussi sortir un outil qui s'appellerait le custom data product, hein, pour pouvoir en fait générer des custom data products. Euh, Peut-être que nous, demain, on fera aussi ces custom data products, mais aujourd'hui, l'outil pour faire des custom data products n'est pas encore sorti par SAP. Donc, c'est un sujet tout neuf, hein, et les outils pour faire des data products personnalisés, on peut même pas encore les faire parce que ils n'ont pas encore sorti d'outils pour les faire. Donc, On voilà. n'a pas vu encore de clients, effectivement, encore Nous, on n'a pas de clients parce en que je live pense que là-dessus. les premiers coûts donnés par SAP sur ces sujets-là ont freiné quand même pas mal de clients aussi, quoi. Donc voilà les principales différences. Après, on pourrait rentrer dans le détail, soit d'un côté que d'un point de vue licence, soit après, n'hésitez pas à nous demander par mail si vous avez vraiment besoin d'avoir un détail un peu plus précis, que ça soit sur la partie technique ou sur la partie fonctionnelle ou sur la partie commerciale, quoi. Ok, merci. On a une autre question. Quelle est la charge nécessaire pour pouvoir faire un POC sur la partie BI Smart Repository côté client? Ok, donc ici c'est quelques jours, donc ça peut être. Alors on se met d'accord en fait au début avant de démarrer le POC, on se met d'accord sur une sous-partie en fait de votre référentiel que vous voulez importer. Donc si c'est du BO, on va se dire voilà, on va importer 10, 20, 30 rapports Webby, une dizaine d'univers. Si c'est du DataSphere, on va parler d'un certain nombre d'analytics models. Si c'est du BW, on va parler d'un certain nombre de BEX. Une fois qu'on a défini ça, c'est vrai que ces métriques-là, le nombre de connecteurs à utiliser va donner ensuite est-ce qu'on est capable de réaliser le POC en 1, 2, 3. La plupart du temps, c'est entre 1 et 3 jours max. Un jour minimum pour aller faire quand même les allers-retours pour créer les accès. Parce que par exemple, pour BW, on a besoin d'une installation quand même de l'outil sur une de vos machines. Ensuite, il faut un accès quand même spécifique sur la partie BW. Si c'est DataSphere, il faut un accès pareil spécifique sur DataSphere. Donc la plupart du temps, c'est entre 1 et 3 jours sur l'époque. Et puis après, ça dépend aussi de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez juste cartographier? Donc là, on peut s'arrêter à 1 à 3 jours. Si vous voulez en plus auditer et analyser un peu plus en profondeur votre référentiel et utiliser là nos fonctions d'audit, ça peut s'étaler après jusqu'à 5-10 jours pour un bout d'audit, quoi. Ok, merci Alexandre. On a une autre question. Comment fait-on pour... Alors non, attendez. Pardon, je n'ai pas pris la bonne. Avez-vous déjà des partenaires en France? Oui, alors on travaille déjà avec pas mal de partenaires en France. On travaille avec STMS, on travaille avec Capgemini et on travaille avec Decivision. Alors, on n'est pas fermé à travailler avec d'autres partenaires, on est même ouvert à travailler avec d'autres partenaires, hein. Je sais que d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il y a plusieurs partenaires potentiels aussi dans l'Assemblée. Vous êtes pas mal aujourd'hui en ligne. Donc n'hésitez pas à me contacter aussi sur ces sujets. Voilà, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc n'hésitez pas, encore une fois, vous allez recevoir les slides là suite à la présentation dans l'après-midi ou demain. Vous recevrez aussi le replay de la présentation. Donc n'hésitez pas à nous challenger. On est des passionnés des analytics, on est des passionnés de la BI. Ça fait 20 ans qu'on fait de la BI, donc vraiment, nous, on est focalisé que sur ce sujet.
On a une expertise très forte sur tous les sujets autour de la BI BW, autour de la BI DataSphere, autour de la BI S4HANA. Donc, on peut vraiment vous aider sur tous ces sujets. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir.